BFM Business. Jusqu'à 12h30, Intégral Placement, l'émission 100% placement. Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. 12h07, c'est l'heure de répondre à vos questions. Vous pouvez nous écrire sur notre site internet bfmbusiness.com par mail, intégral placement au pluriel @bfmbusiness.fr ou bien encore en nous suivant sur Twitter @intplacement, là aussi avec un S à la fin. Et tous les jours, on vous répond. Aujourd'hui, c'est avec la complicité de Frédéric Durand-Bazin. Bonjour Frédéric. Bonjour. Rebonjour. Bien sûr, rebonjour, oui. Voilà. Dans les starting blocks pour répondre à la première question qui nous vient d'Éric, qui est propriétaire d'un Besson neuf depuis août 2001 et il souhaite savoir sous quelles conditions il peut le vendre sans impact sur sa feuille d'impôt. Est-ce qu'il peut le revendre par exemple à un locataire occupant? Alors, il faut juste se rappeler que quand on a investi dans le Besson, donc qui est un dispositif de défiscalisation immobilière, on s'est engagé à le louer nu à titre de résidence principale pendant au moins 9 ans. En contrepartie de cet engagement, on avait une réduction d'impôt de 50%. Il est même possible, si le propriétaire le souhaite, de proroger cet engagement de location 2 fois à 3 ans en contrepartie d'une réduction d'impôt supplémentaire. Donc il faut d'abord juste que Eric vérifie s'il est encore engagé ou pas. D'accord. S'il l'est, il ne peut pas céder ce bien. Ou a priori, la première partie, c'est bon parce que 2001... La première partie, c'est bon. Mais s'il s'est engagé, s'il a prorogé son engagement, il ne peut pas le céder. Ou s'il le cède, il va falloir qu'il rende la réduction d'impôt. Donc ça, c'est un élément à prendre en compte. Deuxième élément à prendre en compte, il faut quand même qu'il regarde dans quelle situation sont ses revenus locatifs. Est-ce qu'il a un déficit foncier ou au contraire, est-ce qu'il a des revenus, est-ce qu'il a un bénéfice? S'il a des déficits fonciers et qu'il a imputé sur sa feuille d'impôt, il va falloir qu'il rende cette imputation et les imputations des 3 années dernières si jamais il vend son bien. Donc ça, c'est aussi un élément à prendre en compte. Donc ça, a priori, lui, il le sait s'il a prorogé ou pas. Peut-être pas. En tout cas, s'il a prorogé, ça, il le sait. Mais en tout cas, s'il a imputé des déficits, bien qu'il ne soit plus dans une période d'engagement, là aussi, il faut qu'il fasse attention. Parce que là, il faut qu'il rende l'avantage fiscal. Donc c'est des éléments qu'il faut qu'il le regarde avec attention. Donc si tout va bien, s'il n'a pas de déficit, s'il n'est plus engagé, il peut bien sûr céder son bien comme il le souhaite. Il peut même le vendre, s'il le souhaite, au locataire occupant. Tout en sachant que, comme ce n'est pas une vente qui est faite dans le cadre d'un congé pour vente, le locataire, lui, n'est pas prioritaire dans cette vente. Et il peut très bien vendre le bien occupé, s'il le souhaite aussi. Ça, c'est pas un problème. Voilà. Mais en tout cas... Rien n'est obligatoire, mais tout est possible. Tout est possible, à condition d'être dans les clous. Mais ça ne lui donne pas d'avantage supplémentaire de vendre aux locataires Aucun. Strictement aucun. Bien voilà Eric, il faut vous plonger dans les petits papiers pour savoir si vous avez prorogé, si vous avez encore des déficits fonciers attenant à ce Besson neuf que vous détenez depuis août 2001. Allez, après les petits papiers, les petits billets de Rodolphe. Rodolphe nous envoie un message lui aussi. Il a 120 000 euros, Rodolphe, 120 000 euros. Il se demande... Oui, il est gâté. Il se demande où placer cette somme, sachant que ses livrets défiscalisés sont déjà pleins. Et il précise que cette somme, il aura besoin de la débloquer dans à peine 1 an. Alors, peut-être qu'effectivement, il a rempli déjà son livret A et son livret de développement durable, mais peut-être qu'il a quelque part un plan d'épargne logement. Et ça, c'est peut-être intéressant de faire un versement dessus. Aujourd'hui, le plan d'épargne logement, c'est 2,11% net. Donc, c'est même un peu plus que le livret A. Donc, s'il a un plan qui est suffisamment âgé, donc à au moins 2 ans, ça peut être intéressant qu'il y fasse ce versement. Il n'y a pas de plafond? Si, c'est 61 200 euros. Ouais, donc, il a 120 000 euros, Rodolphe. Eh ben, déjà, qu'il verse... sur son PEL, à hauteur de 61 000. Après, le reste, effectivement, il ne va pas pouvoir le placer sur ses produits réglementés de toute façon, s'il a trop. Alors, il y a plusieurs pistes. Alors, on va évacuer déjà les SICAV monétaires. Donc, on les déconseille fortement, ça ne rapporte plus rien. En moyenne, sur 1 an, c'est 0,4. Donc, autant dire qu'autant qu'il mette son argent sous le matelas, ça lui coûtera sans doute moins cher. Par contre, il y a des opportunités aujourd'hui sur le marché des super livrets. Vous savez, les livrets bancaires qui font l'objet pendant quelques mois de taux promotionnels assez attractifs. Alors, on sait que depuis un petit peu moins d'1 an, les constructeurs automobiles se sont lancés sur le créneau. Enfin, les banques qui sont adossées à ces constructeurs automobiles, Peugeot et Renault. Ils proposent aujourd'hui des livrets bancaires avec des taux promotionnels de l'ordre de 5%. Sur une période de 4 mois. Donc ça, c'est quand même pas mal parce que ça permet quand même, sur une période courte, mais de bénéficier d'intérêts quand même plutôt assez élevés. Faut se méfier quand même parce que quand on nous dit 5% sur 4 mois, c'est 5% annualisé. C'est 5% annualisé, voilà. On est bien d'accord. Ah oui. Et hors impôt.
et hors impôt. Vous voyez, parce qu'on est dans le cadre de livrets fiscalisés. Chagrin, mais bon. Vous êtes chagrin, oui. Vous allez le contrarier, Rodolphe. Mais c'est toujours plus intéressant. C'est toujours plus intéressant. Non, c'est ça, en complément du livret A, c'est très très bien. Après, il faut savoir qu'effectivement, une fois que vous n'êtes plus dans le taux promotionnel, votre taux il va redescendre aux alentours entre 1,70 et 2,20 suivant le livret que vous avez souscrit. Mais pas les impôts. Mais pas les impôts. Je sais, Mais je reviens quand même sur mon rendement. Même lissé sur un an, vous allez avoir de l'ordre de 3 à 3,30 brut. Donc, en fonction de votre taux d'imposition, ça va vous faire entre, allez, on va dire 1,50 et 2,25 si vous êtes fiscalisé. Donc, c'est quand même pas mal. On est au niveau du livret A. Alors, il y a une solution aussi que Rodolphe peut faire, c'est jongler entre les différentes promotions. Parce qu'on sait que telle banque, elle va faire une promotion pendant 4 mois, mais pour ses premiers souscripteurs. Mais une fois que vous aurez bénéficié, rien ne vous empêche de retirer votre argent et d'aller ouvrir un autre livret qui offre ce même taux promotionnel, ainsi de suite, pendant 1 an ou 18 mois, c'est tout à fait possible. Donc, ça vous permettra en fait de bénéficier d'un rendement dopé, mais il faut être juste un tout petit peu plus actif sur le marché du livret. Et ça va vous permettre quand même de doper sensiblement votre rendement. Dernière piste que je voulais évoquer, non, j'en ai encore 2, mais j'ai le temps, c'est les comptes à terme. Les comptes à terme, on sait, ils remontent un peu. Donc, c'est une possibilité de laisser son argent bloqué pendant 12-18 mois. C'est la durée, effectivement, des comptes à terme de court terme ou moyen terme. Et les rendements sont vraiment les rendements attractifs sont, par exemple, chez VTB Banque, qui est une des banques, c'est une banque russe, mais qui a établissement en France, donc elle est sous statut français, je vous rassure. Elle propose aujourd'hui, à 12 mois, elle propose 3,15. Brut, avant impôt, je précise, pour Cédric. Et si vous allez au-delà de 2 ans, vous avez un peu plus, vous avez aux alentours de 3,40. Ça peut être intéressant, effectivement, comme placement alternatif. Bon, la différence entre ça et les livrets bancaires, c'est que votre argent, il est bloqué pendant toute la durée. Et si vous le débloquez, vous aurez une pénalité, donc vous aurez moins. Vous placeriez votre argent dans une banque russe, même si elle a une filiale en France ? Mais oui, parce qu'elle a statut français. Donc elle bénéficie des mêmes garanties. Il y a le fonds de garantie. Oui. Il y a le fonds de garantie. Donc oui, moi, ça ne me poserait pas de problème. Moi, malgré ça, oui, malgré le fonds de garantie, personnellement, j'aurais du mal. On en reparle dans 12 mois. C'est de la psychologie. On en reparlera dans 12 mois quand moi j'aurai gagné 3,40 et vous rien. Vous savez pas où j'ai placé mon argent. Et dernière piste, on l'a évoqué tout à l'heure, les contrats d'assurance vie. C'est un bon moyen de placement, mais à condition que votre contrat ait plus de 8 ans. S'il a plus de 8 ans, ça vous permettra de bénéficier du rendement avec une fiscalité extrêmement allégée, Cédric. Ça sera de l'ordre de 7,5% si vous retirez plus de 4 600 € dans l'année. Et rien du tout si vous retirez moins que cette somme. Et ça vous rapporte aujourd'hui, allez, on va dire, sur les moyens, ça vous fait du 2,80. Sur les bons contrats, ça vous fait du 3,50. C'est quasiment du net. Il faut juste enlever les prélèvements sociaux de 15,5. Voilà. Donc ça, quelques pistes pour Rodolphe. Rodolphe, votre argent peut dormir efficacement. Donc 120 000 € à placer, vous savez où les placer désormais. Vous restez avec nous, Frédéric. On va répondre à d'autres questions de nos téléspectateurs dans un instant. On continue à répondre à vos questions avec cette interrogation de Luc sur l'épargne salariale. C'est vrai qu'on en cause énormément en ce moment, puisque c'est d'ici le 30 avril. On le rappelle que les entreprises doivent vous avoir versé cette participation et cet intéressement. Luc s'interroge sur le nouveau cadre qui est issu des déclarations de François Hollande. C'est vrai qu'on a ces 20 000 € qui... On a envie d'en profiter, surtout. Alors, ça tombe bien parce que c'est aujourd'hui, d'ailleurs votre journaliste l'a dit tout à l'heure, c'est aujourd'hui que la Commission des affaires sociales examine le projet de loi. Et on imagine que le projet de loi lui-même sera présenté à l'Assemblée nationale aux alentours de mi-mai. Alors, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'a priori, ça devrait rentrer en vigueur à partir du 1er juillet, que ça durerait 6 mois. Donc, pendant cette période-là, vous pourrez retirer 20 000 € sans impôt. C'est quand même l'avantage. Parce que sinon, on le sait, les sommes qui sont versées sur l'intéressement ou au titre de l'intéressement de la participation sont bloquées pendant 5 ans pour avoir cette exonération. On n'en sait guère plus. A priori, ce qu'on a cru comprendre, c'est que les sommes qui seraient versées cette année, au titre de la participation 2012 et de l'intéressement 2012, eux ne seraient pas concernés par ce déblocage anticipé. Vous ne pourrez pas les retirer. Donc les sommes que vous allez percevoir d'ici le 30 avril, vous ne pourrez pas les retirer. Ou si vous les retirez, vous allez payer de l'impôt dessus. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, normalement, ne sont pas concernés par ce dispositif de retrait anticipé les sommes qui sont versées sur les PERCO. Vous savez, c'est les plans d'épargne retraite collectif.
Donc ces sommes-là ne seront pas concernées. Il y a une autre ambiguïté, c'est que, je pense que ça ne vous a pas échappé, au moment où François Hollande a fait sa déclaration, vous avez toute la partie de la gestion qui s'occupe de fonds solidaires qui s'est émue en disant oui, mais si on fait ça, on va retirer de l'argent, notamment de l'économie solidaire, et ça va être contre-productif. Alors, il semblerait que le projet de loi prévoit qu'effectivement, on ne puisse pas retirer de l'argent des sommes qui sont investies sur des fonds solidaires. Vous savez, les fonds solidaires, c'est des fonds qui financent des opérations qui ne sont pas forcément des opérations lucratives, mais des opérations solidaires. Voilà. Alors, c'est un peu paradoxal parce que finalement, on va pénaliser les bons élèves, hein, et on va plutôt offrir une carotte à ceux qui se contrefichent totalement de l'épargne solidaire. Alors là, il y a encore une ambiguïté sans doute qui devra être levée devant le Parlement. Dernière chose, effectivement, François Hollande avait indiqué que ça serait pour financer l'économie, donc pour relancer en fait l'économie. Mais il se trouve que pour l'instant, il n'y a pas de contrepartie à ce déblocage. Pour l'instant. Oui, pour l'instant. Ce qui voudrait dire que si le texte reste en l'état, que finalement, rien ne vous empêche de retirer ces 20 000 € et de les replacer immédiatement sur un produit qui vous semblerait éventuellement plus dynamique. On sait que 90% des sommes qui sont dans l'épargne salariale sont placées sur des fonds monétaires qui ne rapportent rien. Donc pourquoi pas les mettre par exemple sur son livret A, ça rapportera toujours plus. Pourquoi pas les mettre sur un plan d'épargne logement? Pourquoi pas les réinvestir en bourse? Enfin, mais le gouvernement ne va pas nous laisser faire, il va pas se faire avoir lui-même par le produit, on ne sait pas. Le produit qu'il aura lui-même généré. On ne sait pas. Les différents cas de retrait anticipé qu'on a déjà connus au cours de la décennie ne prévoyaient pas de contrepartie. Donc on a très bien pu faire des retraits et les replacer ailleurs. Donc ça aussi c'est un point qu'il faudra vérifier, mais c'est une bonne affaire, en tout cas pour les épargnants. Peut-être risque-t-on de devoir prouver qu'on utilise cette somme, les 20 000 € de l'épargne salariale, pour des achats de consommation. Mais c'est compliqué, parce que qu'est-ce que vous allez apporter? Une facture de voiture? Mais alors pourquoi est-ce qu'on financerait juste l'achat d'une voiture? Bon, c'est que les véhicules automobiles français vont pas très bien, mais pourquoi pas un frigo? Pourquoi pas, même si vous avez envie de vous acheter des habits, peut-être faudra-t-il payer vos vacances. Peut-être que le gouvernement voudra juste des preuves qu'on ne place pas cet argent sur un autre produit d'épargne. Mais qu'on le prend pour le dépenser. Ça, c'est pas possible de prouver ça. Improuvable. C'est improuvable. Et puis, demander toutes les factures. Eh bien oui, mais qu'est-ce qui vous dit que de toute façon, vous n'auriez pas payé vos vacances et que vous n'auriez pas acheté une voiture? Donc, il n'y a pas de canal aujourd'hui qui vous permette de dire cette somme-là, en fait, au lieu de... Parce que la solution idéale, ça serait de payer directement le magasin, enfin, ou en tout cas, ou le constructeur, ou celui auquel vous allez acheter le bien. Comme c'est pas possible, aujourd'hui, il n'y a pas de moyen de contrôle. Voilà donc pour l'épargne salariale. On a une question à propos d'immobilier, question d'Hortense. Elle voit que les prix de l'immobilier résidentiel reculent. Elle veut du coup investir sur une SCPI de rendement. Elle vous demande si vous pouvez lui donner des conseils. Elle vous demande notamment des noms de SCPI particulièrement rentables et intéressantes. Alors, peut-être juste rappeler pour nos auditeurs ce que c'est qu'une SCPI, surtout une SCPI de rendement. Donc, c'est une société civile de placement immobilier dont l'objet est d'investir dans des immeubles de rapport. Donc là, en l'occurrence, on est plutôt sur du tertiaire, les bureaux, les murs de magasins, les entrepôts, les centres commerciaux. C'est des actifs qui rapportent quand même beaucoup plus que le logement. Hein. C'est de l'ordre en brut de 6 à 8% de rendement brut. Et en cette période de baisse des prix immobiliers, c'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant. Non, mais c'est surtout en période de baisse de rendement de l'immobilier lui-même. L'avantage des SCPI aussi, c'est qu'elles vont miser sur plusieurs biens. Donc, elles vont mutualiser les risques. Donc, ça, c'est plutôt aussi une bonne chose. Et on sait qu'au cours des 20 dernières années, elles ont toujours versé un rendement entre 5 et 8%. Donc, oui, c'est une bonne idée. Et il existe pas mal de SCPI qui ont notre faveur. Alors, des noms. Alors, vous voulez des noms, hein. Alors, je vais vous les donner. Nous, nos choix préférés, c'est par exemple Bureau Boutique. C'est une SCPI qui est gérée par Fiducial Gérance. C'est une SCPI qui est spécialisée sur les murs de boutique. Donc, c'est des investissements qui sont quand même plutôt assez petits en taille, sur lesquels la société peut être très réactive. Elle peut arbitrer très facilement. Et aujourd'hui, on sait que son parc, il est constitué essentiellement de murs de magasins dans les centres-villes de qualité. Et elle en a beaucoup, par exemple, dans le centre-ville de Paris. Donc, c'est des immeubles qui rapportent beaucoup. Et on sait que quoi que l'économie fasse, de toute façon, il y aura toujours des magasins pour vendre des produits. Voilà. Donc ça, au moins, on est sûr de ça. On aime bien aussi Efimo et Immorente. En tout cas, c'est que ça ira très mal. Ou alors, c'est que franchement, plus rien ne va. Après, on aime bien Efimo et Immorente de chez Sofidy. C'est des SCPI diversifiés qui sont de très bonne qualité.
Élisée Pierre de chez HSBC RM, qui est aussi une SCPI diversifiée, et puis Pierre Plus de Siloger. Voilà. Donc ça, c'est les 5 SCPI qui ont notre cote, mais il y en a plein d'autres qui sont bien aussi, mais il fallait s'arrêter à 5. Eh bien voilà, le temps qui nous était imparti s'est écoulé pour les questions d'aujourd'hui, c'est terminé. Merci beaucoup Frédéric Durand-Bazin du magazine Le Particulier. Vous venez nous voir régulièrement, bien sûr, pour nous apporter votre expertise. En attendant, le CAC 40, lui, est toujours bien orienté. Il gagne du terrain assez nettement, plus 1,55%. BFM Business, numéro 1 sur l'économie. Elle se marche.